Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour l'analyse quantitative de Morel & Prom suite à la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2025. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec le cours de l'action. Bon, après la publication des résultats, du chiffre d'affaires du T1, il n'y a pas eu beaucoup de variations, c'est cette semaine-là à peu près là, ici. Ce qui a eu de l'impact ici, c'est les sanctions américaines sur les actifs au Venezuela, suspension de la licence à compter de mai 2025, de fin mai 2025. Bon, ça bien sûr, ça a fait baisser le cours de l'action. On va regarder si c'est intéressant de se positionner sur cette action. Alors, la croissance du chiffre d'affaires. Donc, on n'a pas la valeur ici sur l'outil que j'utilise, qui s'appelle Coifin. Je vous renvoie vers l'article de blog où j'ai analysé les ventes du premier trimestre. On a fait 64 millions de dollars. Donc forte chute par rapport à 2024 où on était à 212 à peu près. Tac, on était là. Voilà, 212. Alors ça dépend comment ils calculent. Coifin il retraite un peu. Donc bon, on était à ce niveau-là. Là on n'est plus qu'à bien plus bas, 64. Donc ça s'est effondré. Comme je le rappelle dans l'article, c'est un effet technique. Il y a eu une production en hausse par rapport au T1 2024, mais il y a eu des ventes qui ont été décalées finalement, et on va avoir un rattrapage sur le deuxième trimestre. C'est d'ailleurs pourquoi le cours de l'action n'a pas beaucoup varié suite à cette publication, puisque évidemment c'est un effet technique et ça n'aura en réalité aucun impact sur les chiffres, les résultats de l'année en cours, au global en cumulé sur l'année. Donc le groupe a fait des sessions, sur 200 millions de sessions sur la période étudiée, sur 10 ans, donc le périmètre a changé. Il y a eu une période difficile sur Morel & Prom, et elle était lourdement endettée et mal gérée pendant une période, et puis ça s'est bien redressé depuis 2020-2021, donc surtout avec l'aide de l'actionnaire majoritaire qui est Pertamina. Donc on va aller regarder maintenant les taux de marge. Alors, donc le taux de marge brut, ça n'a pas d'intérêt sur Morel & Prom, ils n'ont pas de coût des intrants. Eux, ils publient directement un taux de marge d'EBITDA et après des résultats nets, le solde intermédiaire de gestion à compter du résultat opérationnel. Bon, alors le taux de marge d'EBITDA, donc là on les a pas, ils sont pas actualisés. De toute façon, ils n'ont pas été publiés non plus, parce qu'on n'a eu qu'un point d'activité sur la dernière publication. Donc évolution du chiffre d'affaires et de la production en volume, mais on n'a pas les marges. Donc on reste sur ce qui est disponible à fin 2024, 45,8% de taux de marge d'EBITDA, c'est quand même impressionnant. Après, il faut aller comparer ça, il faut regarder si c'est calculé de la même manière que sur tout le secteur. Vous pourrez comparer ça par exemple à Total Gabon, qui coopère à peu près dans la même zone géographique, en tout cas au Gabon, et on pourrait toujours évidemment comparer par rapport à l'historique de la société. On n'est pas si loin que ça de la médiane 10 ans, donc on arrive à maintenir l'efficience opérationnelle, donc c'est pas si mal. Et puis en absolu, c'est un niveau élevé. Et pour le taux de marge nette, également, on est à un taux vraiment très élevé. Pour l'instant, on est à 29% quasiment, quant au médiane de 12,7%. Donc c'est quand même significatif. Donc bonne efficience opérationnelle, bonne maîtrise financière et fiscale. Le fait que la société soit désendettée aussi, ça a aidé à améliorer le résultat net, évidemment. Donc ça, c'est tout bon. Ensuite, on va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Sur les free cash flow, c'est encore mieux que sur les bénéfices nets. Donc ça, ici, ce sont des dépenses non cash, puisque les free cash flow, on voit qu'ils ont pas été impactés. Donc il y a eu de lourdes dépréciations sur la période, ce qui a impacté en fait. Alors ça va être plutôt dans other non-cash items. Ici, voilà. Donc il y a eu pas mal de dépréciations sur la période, de dépréciations d'actifs. Donc on est sur des dépenses non cash, et donc finalement les bénéfices nets sur Morel & Prom, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors peut-être sur les dernières périodes, sur 3 ans, si vous zoomez un petit peu, là ça a du sens, mais auparavant on avait en fait beaucoup de dépenses non cash pour payer les erreurs passées, en fait les erreurs d'investissement qui ont impacté le résultat net. Donc pour valoriser l'entreprise, à mon avis, il vaut mieux utiliser les free cash flow, puisque ça représente mieux ce que gagne réellement l'entreprise. Et d'ailleurs, les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, ça c'est un peu dommage. Est-ce que c'est à cause de la variation du BFR ? Non, elle est favorable sur la période. Est-ce qu'on a du coup des dépenses en capital plus élevées ? Oui, dépenses en capital plus élevées de 500 millions à peu près. Donc vous retrouvez à peu près la différence ici. Bon, on utilisera plutôt les free cash flow pour valoriser l'entreprise. Maintenant, on va regarder le rendement des capitaux investis. Ça c'est à mon avis un problème de l'outil.
Je pense, hein, peut-être à vérifier, peut-être que la valeur est vraiment à ce niveau-là, hein, presque 30% de rendement des capitaux investis, pourquoi pas. J'avais calculé à la mano le rendement des fonds propres, hein, c'est assez facile à calculer, c'est pour ça que je l'avais calculé, mais on se trouvait à peu près à 20% sur la fin d'année 2024. Donc voilà, le rendement des fonds propres est excellent quand même, hein, sur Montréal et Prom, vous regardez, on est sur en médiane, alors à 5,27, mais ça inclut la période de moindre qualité de la gestion. Sur 3 ans, on est à 25%, sur 5 ans, on est à 20%, donc on est quand même pas mal, hein. Donc même, ça se trouve, les rendements des fonds propres, le rendement des capitaux investis est réellement à ce niveau-là. On peut utiliser d'ailleurs le rendement des fonds propres, parce que, ce qu'on va voir tout de suite, Montréal et Prom n'est pas endetté, donc en plus il n'y a pas en gros on peut améliorer le rendement des fonds propres en s'endettant au maximum, mais ça c'est très dangereux, donc c'est pour ça que je préfère le rendement des capitaux investis. Mais comme il n'y a pas de dette, eh bien on peut utiliser le rendement des fonds propres. En effet, le groupe est cash net. Depuis la fin 2024 de mémoire, ils étaient à 50 millions de trésorerie nette, donc en situation de trésorerie nette positive de 50 millions. Donc c'est excellent, on est à ce niveau-là. Et donc, ça leur donne un peu de flexibilité pour faire des acquisitions, chose qu'ils font assez régulièrement. Donc, la rémunération de l'actionnaire maintenant, on va avoir un dividende de 65 millions qui est payé. Alors, il y a une augmentation assez régulière, hein, depuis 2022, toutefois. Mais il faut pas compter sur un dividende très régulier. Sur Montréal et Prom, ça va dépendre aussi du prix du baril, hein. Eux, ils sont en seuil de rentabilité, en cash flow opérationnel positif à partir de $30 sur le Brent. On est entre 65 et 70 à l'heure actuelle, donc il y a de la marge quand même pour générer des cash flows qui après se traduisent en free cash flow et qu'on peut reverser aux actionnaires. Ce qui est dommage, c'est que le groupe ne fait pas de rachat d'actions, malheureusement, alors que la valorisation, on va le voir après, le justifierait. Bon, donc là, vous avez le rendement du dividende qui est à l'heure actuelle à 6,4%, qui est tout à fait intéressant. Là, en fait, c'est le dividende puisque le rendement total de l'actionnaire, le shareholder yield, inclut les rachats d'actions, mais il n'y a pas de rachat d'actions. Il y a même un peu de dilution d'ailleurs. Ça, c'est les actionnariats salariés et options gratuites aux managers. Alors, la valorisation maintenant, on est cash net, les free cash flow représentent mieux ce que gagne réellement l'entreprise, donc on va se mettre en price to free cash flow ici. Donc, on est sur... Alors, la médiane 10 ans, c'est 7,5. À l'heure actuelle, on a 7,7. Dans l'absolu, on est quand même décoté, hein. En dessous de 10, en termes de free cash flow, c'est pas très cher payé. Là, donc si on va être ultra conservateur, on va se dire, en fait, on est valorisé au multiple médian. Bon, la situation quand même, la qualité du groupe s'est beaucoup améliorée, hein, quand même depuis 2020-2021. Donc, on peut quand même aller chercher un multiple un peu plus élevé. Si on se zoome sur 5 ans, on serait sur un price of cash flow en médiane de 8,4, donc il y aurait des cotes. Et si on zoome sur 3 ans, il n'y aurait pas de décote. Donc, en fait, finalement, on est, par rapport à l'historique de la société, pas si décoté que ça, mais dans l'absolu, c'est quand même pas très cher payé pour une société qui a un rendement des fonds propres entre 20 et 25%, qui est cash net, qui verse un dividende qui est assez copieux d'ailleurs. Donc, pour moi, ça mérite quand même de s'analyser, de regarder si vous êtes intéressé. Moi je l'ai en portefeuille évidemment, mon avis peut être biaisé d'ailleurs, hein, je peux me tromper dans l'analyse sans aucun souci. Donc ça c'est un niveau auquel je me renforcerai à l'heure actuelle. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.